Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir au lancement, à la réunion de lancement de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Et donc avec Étienne Crépon, qui est ici avec moi pour le Centre scientifique et technique du bâtiment, de vous accueillir dans ce bel environnement. Et je ferai pour cette première partie la présentation des personnes qui vont se succéder. Je veux remercier les ministères chargés de l'écologie, de la santé, du travail et l'Agence de la transition écologique qui soutiennent cette initiative pour leur présence et pour leur accompagnement. Et je me félicite pour l'agence qui est la mienne, dont je suis le directeur général, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, des travaux que nous allons continuer de produire avec le CSTB. Pour débuter cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Lefranc, qui est sous-directrice à la Direction générale de la prévention des risques et qui vient prendre la parole pour le ministre Christophe Béchu, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Chère Agnès. Monsieur le Président du CSTB, Monsieur le Directeur général de l'ANSES, Mesdames et Messieurs les membres du Comité d'orientation de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, Mesdames et Messieurs, je souhaite en tout premier lieu vous remercier de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur le ministre Christophe Béchu, qui, comme l'a indiqué Benoît Vallée, n'a malheureusement pu être présent avec nous ce matin. Il va toutefois réaliser une petite vidéo pour s'adresser à vous, vidéo qui sera mise en ligne très rapidement et très prochainement sur le site de l'événement et les sites de l'ANSES et du CSTB. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur comme nous sommes à l'intérieur à peu près 80% de notre temps, entre 80 et 80% d'une journée en moyenne, qu'il s'agisse de nos domiciles, de nos lieux de travail, d'établissements recevant du public, des moyens de transport. Par ailleurs, dans ces environnements intérieurs, on trouve un certain nombre de polluants qui peuvent être des polluants qui sont également présents à l'extérieur, dans des concentrations différentes, mais qui peuvent aussi être des polluants spécifiques des environnements intérieurs. La qualité des environnements intérieurs représente donc un enjeu important de santé publique, puisque c'est un lieu, c'est un environnement dans lequel survient une part importante de ce qui constitue notre exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs autres que génétiques qui déterminent notre santé. La connaissance des caractéristiques de ces environnements intérieurs, des expositions qui en résultent, aussi bien à des agents chimiques, biologiques, physiques, est indispensable afin d'orienter les politiques publiques, puisque améliorer la qualité des environnements intérieurs, c'est un levier extrêmement puissant pour améliorer la santé des personnes, considérant le temps que nous passons dans ces environnements. C'est de cette idée qu'est né au début des années 2000 l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a produit au cours des 20 années écoulées des connaissances qui ont permis d'orienter l'action publique pour prévenir les pollutions de l'air intérieur. Et je souhaite vraiment saluer la qualité des travaux qui ont été réalisés, tout comme l'ont fait les inspections générales, dans le cadre de leur mission d'évaluation sur le devenir de l'OQAI. Par ailleurs, ces mêmes inspections générales avaient préconisé de réformer le dispositif existant et d'examiner dans ce cadre l'élargissement de son périmètre aux environnements intérieurs dans une approche intégrée, pertinente au regard de la notion d'exposome. À la demande des ministères et à la suite de ce rapport, l'ANSES et le CSTB ont donc conduit une analyse afin de proposer une organisation et des objectifs que nous voyons aujourd'hui concrétisés par la création de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Porté conjointement par l'ANSES et le CSTB, cet observatoire intègre un périmètre élargi concernant le bâtiment et son environnement proche. Il va s'intéresser à la qualité de l'air, aux poussières intérieures, au bruit, à la lumière naturelle et artificielle, aux champs électromagnétiques, au confort thermique, ainsi qu'aux enjeux sanitaires et sociétaux associés. Le CSTB sera chargé notamment de quantifier les expositions sur la base de données fiables et robustes, et l'ANSES sera chargé d'en organiser l'exploitation et l'interprétation sanitaire en parfaite et complète complémentarité. L'Observatoire est financé notamment par les ministères chargés de l'écologie, de la santé, ainsi que l'ADEME, ce qui est une garantie de l'indépendance et de l'excellence des travaux scientifiques qui seront menés par cet observatoire. Cet observatoire a vocation à devenir le centre de référence des environnements intérieurs, rassemblant les connaissances et les expertises sur ces milieux, dans le but à la fois d'orienter les politiques publiques, dans le contexte de changement climatique, d'impératifs de sobriété énergétique et d'évolution sociétale, et d'apporter des connaissances
voire des solutions, on l'espère, des solutions, aux professionnels de la construction et de l'aménagement pour améliorer la qualité des lieux de vie et, in fine, la santé des populations. Il mettra également en œuvre des actions d'information et de communication, tant auprès des professionnels concernés que de l'ensemble des citoyens. Je souhaite vous redire tout mon plaisir aujourd'hui que se tienne cet événement de lancement de l'OQEI en présence du directeur général de l'ANSES, Benoît Vallée, et du président du CSTB, Étienne Crépon, que je remercie. Et je suis sûre que nous allons avoir d'excellents échanges et de très intéressants travaux aujourd'hui dans cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Je passe maintenant la parole à Étienne Crépon, président du Conseil scientifique du Centre scientifique et technique du bâtiment, donc le CSTB, toujours des difficultés avec les acronymes, et qui va effectivement nous donner la position du CSTB sur cette OQEI. Cher Étienne. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir qu'avec Benoît, nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer le lancement de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, une initiative conjointe du CSTB et de l'ANSES dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec les ministères en charge de l'écologie, de la santé, du travail et de l'ADEME. Comme cela a été indiqué il y a quelques instants, nous vivons dans un monde où nous passons près de 85, moi j'ai 85 et pas 80, mais c'est à peu près la même chose, de notre temps à l'intérieur, que ce soit dans nos maisons, nos bureaux, nos écoles ou les autres lieux clos. La qualité de nos environnements intérieurs est donc essentielle pour notre santé et notre bien-être. Cet événement de présentation de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs est une opportunité pour échanger des idées, partager des connaissances et renforcer les liens qui nous unissent dans le but de mieux comprendre les expositions réelles dans les environnements intérieurs tels que définis dans le concept d'exposome, d'appuyer l'élaboration de politiques publiques pour réduire ces risques sanitaires, d'identifier et anticiper les nouveaux risques pour la santé liés aux environnements intérieurs, de renforcer la collaboration avec les acteurs locaux pour réduire l'exposition des populations et d'informer et de sensibiliser les professionnels et les citoyens. Il y a près de 20 ans, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a été créé pour répondre à cette préoccupation croissante en matière de santé publique. La création d'un dispositif national entièrement dédié à la qualité de l'air intérieur a été ambitieuse, car si l'air intérieur et le renouvellement de l'air dans les bâtiments sont aujourd'hui, et tout particulièrement depuis la pandémie de Covid, considérés comme essentiels, ils n'étaient que très peu connus en France et plus généralement dans le monde en 2001. Un élément original et emblématique des travaux de l'OQEI est l'organisation de campagnes nationales de mesures dédiées autant à la connaissance des environnements intérieurs qu'à leurs occupants. Marque de fabrique de l'OQEI, ces campagnes ont permis de fournir des résultats uniques, représentatifs des bâtiments en France, logements, écoles, bureaux, établissements de santé. Au fil des ans, l'OQEI a mené des études approfondies sur divers aspects de la qualité de l'air intérieur, notamment l'exposition aux polluants, les sources de pollution et les méthodes de surveillance. Les résultats de ces recherches ont permis d'identifier des recommandations et des bonnes pratiques visant à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les habitations, les écoles, les lieux de travail. Par exemple, la définition de valeurs guides d'air intérieur par l'ANSES ou le Haut Conseil de santé publique, établie à partir des données de la campagne nationale Logement 1, ou encore la création de l'étiquetage des produits de construction et de décoration. Ces données sont notamment utilisées pour les évaluations de risques sanitaires liés à certaines substances chimiques que mène l'ANSES, comme le formaldéhyde, le toluène, le bisphénol. Les données de la campagne nationale école ont également alimenté
les travaux récents de Santé publique France pour la réalisation d'une évaluation quantitative d'impact sur la santé de la qualité de l'air dans et autour des établissements scolaires. À ce jour, des observatoires pour la connaissance des pollutions intérieures sont en cours de montage en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, ou récemment mis en place comme l'Observatoire roman et tessinois de la qualité de l'air intérieur en Suisse, sur le modèle de l'OQI, dont le retour d'expérience a été partagé. Nous avons fait école. L'adaptation au changement climatique et la sobriété énergétique représentent des défis majeurs pour le secteur de la construction. Les mutations dans la conception et les modes constructifs des bâtiments sont aujourd'hui profondes et portent notamment sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe qui peut conduire à une dégradation de la qualité de l'environnement intérieur si aucune attention n'y est portée. Cela fait pleinement écho à l'ambition du CSTB d'anticiper les bâtiments et la ville pour demain en accompagnant et sécurisant les projets de construction et rénovation durable pour améliorer la qualité de vie de leurs usagers. Dans ce contexte, il ne s'agit plus seulement de prendre en compte la qualité de l'air intérieur ou la ventilation, mais d'avoir une approche plus globale, plus transversale entre toutes les thématiques touchant à la qualité des environnements intérieurs et notamment en intégrant l'évaluation du confort thermique, acoustique ou encore lumineux. L'ensemble de ces composantes ont une influence significative sur la santé des occupants. Aujourd'hui, avec le lancement de l'OQI, nous franchissons une nouvelle étape dans la surveillance et l'amélioration de nos environnements intérieurs en élargissant nos champs d'action pour inclure non seulement la qualité de l'air, mais aussi d'autres paramètres essentiels tels que la lumière, le bruit, les ondes et le confort thermique d'hiver et d'été. Nous nous donnons les moyens de mieux comprendre l'impact global de notre environnement intérieur sur notre santé. Ces données seront analysées par nos experts pour mieux comprendre les sources de pollution, les risques pour la santé, identifier les meilleures pratiques pour améliorer la qualité de vie de chacun. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les équipes du CSTB et de l'ANSES qui ont travaillé sans relâche pour concrétiser ce projet. Leur engagement, leur dévouement et leur expertise ont été essentiels. Je souhaite également remercier nos partenaires, qu'ils soient du secteur public, privé ou de la société civile, pour leur soutien et leur engagement envers la santé et le bien-être de tous. Au cours de cette matinée, je vous invite à participer activement, à poser des questions, à nouer des conversations et à saisir toutes les occasions de collaboration qui se présenteront à vous. Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs et inspirer le changement nécessaire pour faire de l'OQI la référence dans le domaine de la qualité des environnements intérieurs en France et en Europe. Que cette matinée soit enrichissante et inspirante pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne. Comme l'a indiqué Agnès Lefranc, l'OQEI va s'intéresser à la pollution, au bruit, à la chaleur, aux radiofréquences. Elle a même ajouté d'autres paramètres. Et donc, en élargissant le champ d'action de ce qui était l'OQI, qui était jusqu'ici limité à la qualité de l'air, tous ces facteurs de risque essentiels et déterminants de santé, nous donnerons finalement des moyens pour mieux comprendre cet impact, qui est celui potentiel sur le sanitaire, et d'enrichir, et Agnès l'a indiqué, notre connaissance de l'exposome, c'est-à-dire la combinaison de toutes les expositions pour un individu tout au long de sa vie. Comme il a été indiqué que cette vie se passe dans des environnements intérieurs pour 80 à 85%, j'ai noté que les chiffres varient d'un intervenant à l'autre, et certainement d'un individu à l'autre. Pour nous, comme l'a dit Étienne, pas loin de 100% sans doute, que ce soit au domicile, à l'école, au bureau ou dans d'autres lieux de travail aspécifiques, puisque nous ne traitons pas des questions relatives aux expositions professionnelles particulières en matière d'air.
nous pouvons vraiment nous féliciter de disposer désormais de cet outil d'acquisition de connaissances qui sera très étroitement connecté à la question des lieux de vie. Dans les tables rondes et les interventions qui vont suivre, nous allons revenir en détail sur les besoins et les perspectives qu'offre le QEI et de ces sujets qu'il nous faudra prendre en compte pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire et pour son collectif d'experts, notamment pour pouvoir disposer d'avis, de recommandations et d'aides à la décision des politiques publiques. J'aimerais toutefois attirer votre attention sur 3 défis spécifiques au-delà de ceux qu'a indiqué Étienne. Premièrement, la prise en compte d'une très grande variabilité des situations, c'était sous-tendu par les lieux que nous décrivons et le type d'exposition qui existe, car cette réalité des expositions fait intervenir évidemment cette large gamme d'environnements, mais aussi des conditions socio-économiques, géographiques ou démographiques très très différentes. Et donc cette analyse-là suppose que nous puissions obtenir des données de façon suffisamment diffuse, et c'est là toute la partie essentielle du travail du CSTB. Deuxième défi, c'est la capacité à croiser ces données environnementales qui sont ainsi générées avec des données de santé des individus. Malgré les efforts de recherche, les relations de cause à effet entre état de santé et facteurs de risque environnementaux restent aujourd'hui assez largement méconnues. Et ma conviction, et celle que je partage avec notre agence, c'est que tant que ces bases de données ne seront pas plus nombreuses sur ces sujets, plus interopérables, notre compréhension des risques et de leur lien à la progression des pathologies, des maladies chroniques à très forte prévalence, telles que les allergies, l'asthme notamment, mais aussi les bronchopathies, voire certains cancers, restera très incomplète et insuffisante. C'est donc une part de notre travail qui sera aussi ici d'enrichir ce croisement des données avec des données de santé humaine et des données de santé environnementale ou animale. Et vous savez que ceci se place dans le concept d'une seule santé ou One Health. Troisième défi, c'est l'intérêt des approches transdisciplinaires qui impliquent les sciences humaines, économiques et sociales, ou encore la recherche participative. L'ANSES a ces dernières années créé une direction qui s'investit très fortement sur ces dimensions, et ces approches peuvent trouver des prolongations dans le QEI, avec par exemple de nouveaux modes de recueil comme des capteurs individuels. Un avis de l'ANSES de 2022 sur l'exploitation des microcapteurs pour le suivi de la qualité de l'air intérieur et extérieur a notamment montré que ces outils de mesure sont particulièrement intéressants pour documenter des lieux peu investigués habituellement et qui peuvent, de fait, utiliser l'approche multi-exposition. Aujourd'hui, le QEI répond à un cahier des charges très clair. Pour garantir des lieux de vie et de travail confortables et sûrs pour la santé, il faut générer plus de connaissances scientifiques sur les environnements que nous fréquentons et le faire en tenant compte des évolutions par ailleurs, et ça a été rappelé par Étienne et Agnès, du climat, du bâti et des modes de vie. C'est à ce prix-là que nous pourrons développer une prévention adaptée et freiner l'évolution d'un certain nombre de ces pathologies chroniques que j'évoquais précédemment. Vous avez été plus de 400 à répondre présent pour cet événement de lancement de l'OQEI. Ici, derrière vos écrans, je salue ceux qui sont à distance. Et un tel succès témoigne du fort intérêt de la communauté scientifique et des acteurs de terrain pour ce nouvel observatoire qui, comme nous l'avons dit, Étienne et moi, sont soutenus par des ministères importants pour la vie de l'ANSES, pour la vie du CSTB, comme l'écologie, la santé, le travail, mais aussi un soutien de l'ADEME, ce qui constitue évidemment, du point de vue de la constitution de cet observatoire, une première en France, on pourrait dire en Europe, et je ne pense pas que ceci soit mis en question. Voilà. Il est temps pour moi de passer maintenant la parole à Pauline Polgar, qui est la directrice de rédaction de Bâti Actu. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Vous allez assurer l'animation de cette matinée. Et donc, avant de lui passer la parole, je voudrais remercier, comme l'a fait Étienne, toutes celles et ceux qui ont contribué à l'ANSES comme au CSTB à l'organisation de cet événement de lancement. Mais je voudrais aussi mentionner plus spécifiquement 2 acteurs qui ont été à la manœuvre pour permettre l'écriture de l'organisation même de l'OQEI, qui
qui ont été des négociateurs, c'est l'expression que nous avons utilisée avec Étienne ce matin, que sont Driss Samri et Eric Vial. Merci beaucoup au nom de nos deux organisations. Et bien sûr, merci aussi à vous qui êtes présents et qui allez participer à cette matinée, qui sera, je n'en doute pas, riche d'échanges. Et pour ce qui me concerne, je resterai avec vous ce matin pour profiter de vos présentations et de vos échanges. Très belle matinée à tous. Je propose de passer maintenant à la présentation de l'Observatoire. Alors, on a beaucoup parlé déjà, mais voilà, je vous propose d'accueillir Driss Samri, directeur santé-confort du CSTB, Eric Vial, directeur de l'évaluation des risques de l'ANSES. Peut-être, voilà, pour un point... Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Un point un peu plus... Ouais, je me mets là. Allez, faisons comme ça. Un point un peu plus... Voilà, concret sur comment va fonctionner cet observatoire face à l'ensemble de tous ces défis qu'on a pu voir. Peut-être déjà une première réaction à ce que vous venez d'entendre lors de cette table ronde, de ce que nous avons vu avant, Driss, Eric, une réaction à cette table ronde. Merci, bonjour à tous. Première réaction, trois points que l'on va retrouver évidemment dans le QI, qui ont pour moi été bien mis en avant. Le défi du recueil, de la centralisation et de l'interopérabilité des données environnementales et de santé pour nourrir les approches de plus en plus présentes maintenant de l'exposome. Le deuxième point, l'importance de prendre en compte la diversité des situations d'exposition, qui est le propre de l'EQI, dans la continuité de l'EQI. Donc, situations d'exposition qui peuvent conduire à des impacts sanitaires qui ont été évoqués. Et le troisième point, évidemment, d'appuyer les politiques publiques, d'être un appui solide vers les politiques publiques pour, justement, gérer au mieux ces impacts sanitaires. De votre côté, peut-être une phrase qui vous a marqué, quelque chose qui vous a... Ouais, moi, allez-y, c'est bon, ça marche. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement, on nous a tendu la main là, finalement, dans la table ronde. Donc, c'était un peu l'objet aussi de la table ronde, de montrer. On essaye de faire les choses bien. Ouais. Non, mais effectivement, l'observatoire fera rien tout seul. Il ne fera pas tout seul, en tout cas. Et donc, j'ai beaucoup apprécié effectivement le fait par l'élargissement du périmètre, de pouvoir justement à la fois nous offrir aussi tout ce qui sera produit comme données, comme connaissances, mais aussi pouvoir recueillir finalement ce qui se fait. Et il y a beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives dans les territoires. Et donc je pense que là, il y avait une main tendue et qui était vraiment intéressante sur le périmètre élargi. On a parlé notamment, Fanny a parlé du bruit. Donc ça, je trouve que là, on va franchir en fait un vrai palier. Et du coup, ça m'a fait penser de me dire que finalement, on a fait beaucoup avec l'OQAI et du coup, c'est le début d'une nouvelle aventure avec l'OQAI. Une belle et nouvelle aventure. Alors, peut-être parler des ambitions. Alors, on les a quand même évoquées. On va peut-être les retracer rapidement, les ambitions de l'OQAI. Alors, la première, elle se formalise justement par cette idée-là de référence, finalement, de centre de ressources, de pouvoir finalement à la fois rassembler, collecter les données sur le périmètre en fait, de la qualité des environnements intérieurs. Donc, on y reviendra juste après sur finalement quels sont les facteurs que l'on prend en compte au-delà de la qualité de l'air intérieur. Mais là, effectivement, avec l'idée d'en faire vraiment une référence, l'OQAI, on ne part pas de rien. C'est ça qui est super, c'est que l'OQAI a parcouru un chemin énorme, a proposé et a établi beaucoup de travail. Donc, j'en profite aussi par l'occasion de remercier tous les gens qui ont été mobilisés durant les 20 ans, que ce soit les équipes du CSTB, que ce soit l'ensemble des partenaires. Donc je pense que ça a été une aventure formidable. Donc on avait à cœur de pouvoir poursuivre finalement, porter le flambeau comme la flamme olympique, donc de poursuivre l'aventure. Donc ça, c'était super important. Et effectivement, et d'en faire vraiment un outil, il est déjà, on va dire, déjà dans ses ambitions, mais un outil assez unique en France et en Europe. Les choses bougent beaucoup au niveau européen. On ne l'a pas trop évoqué tout à l'heure, mais il y a une directive européenne, par exemple, sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée, qui a été publiée il y a une semaine, et qui, pour la première fois, justement, introduit la notion de qualité des environnements intérieurs. Et donc, va demander aux États membres, dont la France, de fixer un certain nombre d'exigences sur la QEI d'ici 2 ans. Et on se rappelle aussi que dans la réglementation environnementale 2020, il y avait des prémices, mais c'est surtout dans les travaux CAP 2030, c'est aussi des choses qui sont qui apparaissent. Et on retrouve exactement ça dans l'initiative CAP 2030 qui est portée, effectivement, entre autres, par toute une structuration, Alliance QE et autres, qui va effectivement commencer à préfigurer ce que sera la prochaine réglementation après la RE 2020.
Donc là aussi, l'Observatoire va aussi nourrir les réflexions, nourrir les travaux. Et appuyer ces politiques appuyer ces publiques, politiques publiques. finalement. On va parler aussi de cet enjeu de l'environnement. Alors, je pense qu'on a une petite annonce, quelque chose à montrer là. Je crois que tout cela est censé être résumé, toutes ces ambitions dans Oui, un... parce qu'on a beaucoup d'efforts dans sujet un depuis logo. ce matin. Au moins, on a une primeur là. C'est vous expliciter les grandes caractéristiques du logo, du nouveau logo de l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Alors, quatre caractéristiques principales que je voudrais partager avec vous. Ah, et ben voilà. Elle était là. La première, Voilà. vous voyez des formes différentes. Ah oui, Je viendrai aux couleurs après. Donc des formes différentes pour matérialiser finalement la diversité des bâtis qui vont oui, être... c'est ça, on va lieux utiliser qui vont tout... être, Merci. qui vont être pris en compte dans le cadre de l'OQI, que ce soit des logements, les établissements de recevement public, les lieux de travail, ce qui a été évoqué par Benoît Vallée ce matin. Oui, La deuxième bureaux, immeubles, résidences, tout. Exactement. Tout est... Bon, on s'est limité à 5 formes, hein, mais bon. Déjà pas mal. La deuxième caractéristique, c'est les couleurs. Pour matérialiser là du coup la diversité des situations d'exposition que l'OQI prend en compte, les agents physiques, les polluants chimiques, les agents microbiologiques. La troisième caractéristique, c'est la superposition des formes qui matérialise l'interaction entre ces différentes situations d'exposition et nourrir les approches exposomes qui donc reposent sur l'imbrication des différentes situations d'exposition. La quatrième caractéristique, c'est la transparence des formes, pour inviter à aller regarder à l'intérieur des locaux, ce qui, à contrario de surface non transparente. Donc voilà un très beau logo qui est du coup est extrêmement explicite. Et le continuum dont on a parlé beaucoup aussi entre extérieur et intérieur. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est important effectivement. Beaucoup de choses sont liées aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, on l'a vu, il y a des ambitions. Alors maintenant, il y a aussi des premiers objectifs scientifiques, je crois, qui sont posés. Oui, donc on va finalement, dans le périmètre élargi aujourd'hui, qui était déjà une des missions de l'OQI, mais de décrire effectivement la qualité des environnements intérieurs, et en prenant en compte la diversité des usages, on en a beaucoup parlé ce matin, la diversité des situations. Aujourd'hui, les bâtiments abritent une population très diversifiée en termes de santé, en termes d'âge. On sait qu'il y a des populations beaucoup plus vulnérables les unes que les autres. On pense notamment aux enfants, aux personnes âgées. Donc, diversité aussi des situations. L'importance de l'occupant, on en a beaucoup parlé aussi ce matin. L'occupant joue un rôle majeur, effectivement, dans la qualité, finalement, la qualité de son environnement. Et par sa pratique, par ses usages, par l'utilisation des produits dont on a parlé, peut aussi finalement impacter positivement, voire négativement finalement son environnement, et donc en découle des impacts sur la santé. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va... Donc, Olivier a présenté notamment la CNL2, donc, et on va poursuivre. On voit que oui, on ces est travaux encore, sont... Voilà, on voit qu'on a produit énormément de données descriptives à la fois sur le bâti, sur les caractéristiques, sur les occupants, leur activité tout au long de la semaine. Mais on a un gros travail derrière, effectivement, de pouvoir. Et donc, la mission est d'autant plus maintenant stimulante, puisque là, le périmètre s'élargit. On prend en compte d'autres facteurs qui, dont on le sait, impactent fortement la santé et le bien-être. La lumière, on n'en a pas trop parlé, dans la table ronde n'était pas présent. Donc, c'est la journée internationale de la lumière aujourd'hui. Ah bah. Donc voilà. Donc, ça aussi, facteur extrêmement important, hein, la lumière artificielle, la lumière naturelle. C'est quelque chose qui est fondamental pour le bien-être. J'imagine, voilà, cette idée de renforcer aussi les liens et les partenariats entre divers acteurs, comme ça a pu être évoqué, fait aussi partie des objectifs scientifiques. Alors, vous vouliez rajouter, pardon? Oui, parmi les objectifs, on a beaucoup évoqué ce matin des impacts sanitaires liés à ces situations d'exposition. Donc, l'objectif, évidemment, de l'OQI est de documenter ces expositions. Alors, documenter ces expositions pour deux raisons. D'une part, pour nourrir les évaluations de risque, parce que qui dit données d'exposition, il faut quand même aller jusqu'à évaluer les risques, donc nourrir les évaluations de risque pour voir où sont les risques, et in fine pour répondre à l'une des ambitions qu'on évoquait de l'OQI, c'est-à-dire appuyer les politiques publiques dans la meilleure maîtrise possible de ces situations d'exposition et des impacts associés. Alors finalement, vous avez montré des ambitions, exposé des ambitions, délivrer des objectifs. Comment ça va concrètement fonctionner? Vous avez des grandes salles de réunion, vous allez vous réunir, la gouvernance, ça se passe comment?
Avant de venir sur la gouvernance, il y a un point, les partenariats, puisqu'on l'a évoqué. C'est particulièrement important cet objectif, puisqu'on parlait du caractère essentiel du recueil et de l'interopérabilité des données. Bruit Paris, SPF ont déjà manifesté tout leur intérêt à participer à la réussite de cette OQI. Donc oui, il y aura un objectif très important, c'est de renforcer les partenariats pour à la fois collecter et à la fois partager les connaissances, les enseignements qui peuvent être tirés de l'OQI. Alors maintenant, pour revenir au fonctionnement, puisque c'était votre question initiale, il y a l'OQI fait, Madame Lefranc l'a mentionné ce matin, fait l'objet d'une convention cadre avec les ministères, et cette convention cadre stipule précise les instances qui vont organiser, je vais le dire comme ça, organiser le fonctionnement de l'OQI. Alors elles sont de 3 principales: le comité d'orientation de l'OQI qui rassemble les signataires de cette convention cadre. Le comité d'orientation aura pour objectif principal de discuter, de valider les orientations générales de l'Observatoire. Premièrement, de valider, bien entendu, le Recording budget. in progress. Ah, celui-là, on ne l'avait pas dans le... C'est pas grave. Pas de problème. De valider le budget, évidemment, qui est donné à l'OQI, et d'établir les programmes annuels de travail de l'OQI. Et aussi un point, de valider la composition du conseil scientifique et du comité consultatif. Oui, puisque ça, c'est un point essentiel, finalement. Ça va être tous les représentants de toutes ces disciplines que vous attendez aussi. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, le conseil scientifique pour l'aspect scientifique, qui aura pour objectif d'appuyer l'OQI de s'assurer de la qualité et de la pertinence des travaux scientifiques de l'OQI. Alors, il y a eu un appel, une annonce tout à l'heure. Là, ça va être un appel à candidature, puisque nous sommes en train de constituer le conseil scientifique de l'OQI. L'appel à candidature est en cours. Il est disponible sur les sites de l'ANSES et du CSTB à une échéance du 27 mai 2024. Dépêchez-vous. Donc, pour toutes les personnes présentes qui seraient intéressées pour participer au conseil scientifique de l'OQI, je les invite à se porter candidat d'ores et déjà. Une adresse, vous la voyez sur la slide, www.anses.fr, contente APCCS OQI. C'est pas très facile comme adresse, mais je vous propose d'aller vous rendre sur le site de l'ANSES. À mon avis, vous la retrouverez facilement. Dans tous les cas, bien sûr, ce sera dans les éléments à la suite de cette matinée. Et bien évidemment, j'imagine que vous nous le transmettrez également. Donc, un comité d'orientation, un comité scientifique et également un comité consultatif. Comité consultatif. Donc pour le coup, là, la candidature n'a pas encore été lancée. Le sera donc durant l'été, très probablement. Vous aurez une seconde chance pour ceux qui ratent la date du 27 mai. Et donc, effectivement, qui rassemblera plutôt les acteurs du territoire, c'est-à-dire plutôt les fédérations. On en a vu un certain nombre ici, les fédérations, les syndicats, tout ce qui est association aussi. Des collectivités ou sur des thématiques très précises. Et du coup, avec l'idée à la fois de les tenir informés, forcément ils sont intéressés par les travaux de l'Observatoire, donc les tenir informés de l'avancement des travaux, mais aussi recueillir aussi leur avis, leurs suggestions sur les problématiques, les situations importantes que l'Observatoire, entre guillemets, devrait aussi se saisir. Donc, on l'a vu ce matin par le biais de certaines réactions, justement par rapport aux travaux de la CNL2. Donc c'est d'avoir un peu le pouls des territoires et des acteurs qui œuvrent au quotidien. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux prochaines étapes, même si elles sont déjà là, mais c'est pas grave, je me tourne vers la salle. Peut-être avez-vous des questions particulières pour messieurs qui sont avec moi, une question sur l'organisation, sur la gouvernance. Alors oui, monsieur. Et après, je passerai bien sûr aux questions en ligne. N'oubliez pas, si jamais vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Monsieur, mettez bien le micro devant vous parce que sinon on ne vous entend pas. Non. Est-ce que c'est le micro qui fonctionne voilà, ça y est. Donc Frédéric Thévenet, enseignant-chercheur, Institut Mines Télécom. Une question sur l'interfaçage de l'OQI avec ses homologues européens. Ce sont des dispositifs nationaux, l'OQI comme l'OQAI. L'OQAI a le mérite d'essaimer à travers l'Europe. Alors Étienne Crépon a mentionné la Suisse.
Le Royaume-Uni se mobilise, la Belgique est très avancée. Est-ce que dans la structuration de l'OQI, il y a vocation à interfacer ou confronter ce que l'OQI collecte comme données avec ses homologues européens qui sont arrivés au cours des 20 dernières années? Oui, ça fait partie de l'ambition, ça fait partie des objectifs, effectivement, puisqu'on a certains pays aussi qui ont démarré. Hein. On a cité certains tout à l'heure dans le discours du président, été cité certains, mais en Allemagne, il y a aussi des travaux qui ont été menés depuis de nombreuses années. Et on le voit d'ailleurs dans les premiers enseignements de la campagne nationale Logement 2, qu'on a besoin de cette comparaison avec les données internationales. Donc on a un certain nombre de réseaux. Clairement, il faut qu'on relance un certain nombre de liens avec certains acteurs, mais ouais, ça fait effectivement vraiment partie des priorités. Nous, côté CSTB, on a aussi le réseau des NBRI au niveau européen avec qui on a des relations, et donc on avait justement lancé l'initiative il y a 2 ans d'un working group, on va dire, sur le sujet de la QAI, donc pour être justement un premier vecteur pour faire le lien avec différents pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Nord, qui traitent cette question-là et qui sont vraiment intéressés de partager, de confronter aussi les expériences, les échecs et les données et les résultats. Je vais me fâcher si j'entends un téléphone. Hein. Pourtant, on était bien depuis ce matin. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur? Non. Peut-être une... Oui, madame. N'oubliez pas de vous lever et de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Anne-Lise Paradis, chargée de recherche au CNRS en neurosciences. Et du coup, ma question, c'est sur le périmètre des effets, enfin des déterminants du confort intérieur. Il y a des aspects biologiques, physiques, chimiques, et je me demandais si ça incluait des aspects, je dirais, cognitifs. Parce que dans un bâtiment, il y a la façon de se déplacer, la façon de pouvoir interagir avec les autres personnes, s'y perdre ou trouver facilement son chemin, qui vont jouer sur la charge mentale, qui vont jouer sur le fait de se déplacer, qui vont jouer du coup potentiellement sur les modes de vie dont on a vu que ça avait un impact aussi sur l'interaction avec un certain nombre de polluants. Et du coup, est-ce que... Vous avez envie d'une place dans le comité scientifique aussi? Pas du tout. Pas du tout, je suis déjà très occupée. Mais ça me paraissait un point... Enfin, je sais pas, ça me paraît un point qui est potentiellement important. Et du coup, est-ce que c'est pris déjà en compte? Ça rejoint peut-être le point sur les inégalités sociales, aussi la façon dont on habite, etc. Ou si on... Enfin, voilà, c'est ça, en interaction avec tout ce qui est les SHS, il y a aussi l'aspect simplement neurosciences, je dirais. Alors, on parlait des sociologues tout à l'heure qui pourraient intervenir. Est-ce que les neurosciences, pourquoi pas? Alors, pour répondre très directement à votre question, c'est pas directement pris en compte. Par contre, dans le cadre des campagnes ou des études qui seront lancées, oui, cet aspect-là, comme les aspects socio-économiques qui ont été évoqués ou les SHS, cet aspect pourrait être pris en compte. On a déjà un step important à prendre, agents physiques, biologiques, chimiques, donc on va essayer de réussir ce step-là, ce qui n'empêche pas de prendre ces aspects cognitifs au fur et à mesure pour en faire finalement une partie aussi intégrante des différents facteurs que l'OQI pourrait regarder. Merci pour cette réponse. Une autre question éventuelle? Oui, monsieur? Monsieur de la FFB, si je me souviens bien. Rebonjour, Sylvain Brouillet de la FFB. Vous savez qu'il y a eu une révision du règlement des produits de construction au niveau de l'Europe. Donc le texte a été préadopté avec vraisemblablement une revoyure en septembre, a été adopté le 10 avril. Bon. Donc par rapport au règlement des produits de construction qui existait depuis 2011-2012, a été introduite une clause d'environnement. Est-ce que vous avez participé aux travaux et est-ce que vous êtes dedans aujourd'hui pour pouvoir effectivement regarder ce qui s'y passe? Oui, on y a participé. Moi, pas directement, mais j'ai peut-être des collègues du CSTB, puisqu'on est vachement partie prenante et puis ça intersecte beaucoup, ça va impacter beaucoup nos activités, notamment d'essais, de certification et autres. Mais je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui peut vous répondre directement. Moi, personnellement, je n'ai pas trempé dans les travaux. François, peut-être? Oui. François Petit, merci. Est-ce qu'on va vous apporter un micro, monsieur? Oui, on le sait que de toute façon, le CSTB a collaboré à ces travaux après sur la problématique d'environnement. Oui, bonjour, François Maupetit, CSTB.
C'est vrai que le règlement produits de construction concerne principalement le marquage CE des produits de construction pour lequel aujourd'hui il n'y avait pas d'exigence, à part sur les émissions de formaldéhyde de certaines catégories de produits, il n'y avait pas d'exigence sur les émissions dans l'air intérieur de ces produits. Et dans le cadre du nouveau règlement produits de construction, ces exigences seront intégrées. Ça a été mentionné, il y a plusieurs exigences nationales. Il y a l'étiquetage A+, en France, il y a un équivalent en Allemagne, il y a un équivalent en Belgique. Donc se posent maintenant aussi des questions d'harmonisation européenne de ces exigences. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, ça sera pris en compte dans ce nouveau règlement produit de construction. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. D'autres questions? Une question en ligne, Olivier. Alors, il est prévu de nouvelles campagnes de grande envergure qui intègrent l'élargissement à ces nouvelles thématiques. Alors, de facto, oui. Après, lesquels, j'en viens du coup à une des étapes, c'est que on est en cours, on a lancé une réflexion interne à l'OQI sur quelles sont les priorités pour les années à venir des actions de l'OQI. Ces priorités seront discutées avec le conseil scientifique, dans le conseil scientifique apportant sa plus-value d'un point de vue scientifique sur ce sujet-là. Et à partir de là, seront définies les campagnes importantes, en reprenant le vocable, qui seront à conduire dans les années qui viennent. Donc oui, de facto, mais je ne peux pas donner plus de détails à ce jour parce que ça sera sous l'avis du futur conseil scientifique de l'OQI. Je rajouterais juste, et l'idée aussi, toujours dans les mêmes idées de réflexion qui font partie aujourd'hui du programme de l'Observatoire cette année, le fait de réfléchir, on le disait tout à l'heure, ça fait... La campagne nationale logement 1, c'était il y a 15 ans, 16 ans. Et donc, du coup, de voir comment aussi avoir finalement une image, une cartographie beaucoup plus régulière, qu'on peut le retrouver dans d'autres systèmes un peu équivalents, Esteban, bientôt Alban, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier, donc quelque chose qui soit revu peut-être annuellement ou tous les 2 ans. Donc il y a aussi ces réflexions-là qui s'engagent aujourd'hui pour réfléchir en termes de méthode. Oui, c'est vrai que c'est un point important parce que on a parlé des campagnes nationales de logement. Donc 15 ans se sont écoulés entre les 2 campagnes nationales de logement. Le sujet d'avoir des cycles ou des campagnes plus rapprochées, ça introduit aussi de la réactivité. Et quand on voit le dérèglement climatique à la vitesse où ça peut aller, on faut accélérer, quoi. On peut se poser la question de tout l'intérêt d'avoir des campagnes de façon un peu plus rapprochée. Ça rejoint les interrogations qu'Olivier posait justement. Quand on fait depuis 15 ans, il s'est passé un certain nombre de réglementations au niveau des pouvoirs publics, les modes de vie, la pandémie, etc. Donc tous ces facteurs-là, ça complexifie finalement pour comprendre finalement pourquoi cette évolution en termes de niveau de concentration et autres. On voit que c'est multifactoriel du coup, alors qu'on aurait quelque chose de... Bien sûr, de plus régulier peut aider. Si je n'ai pas d'autres questions, je vous propose peut-être de voir les prochaines étapes. Voilà, quels sont les prochains jalons de l'OQI. On a déjà défloré un peu le sujet, puisque... Oui. Peut-être le redire, alors. En conclusion, peut-être votre Donc le centre de ressources, c'est aussi la mise à disposition. Il y avait un vrai sujet qui était un peu le bilan de l'OQI, c'était de pouvoir mettre à disposition des données. Donc on dit des données, d'ailleurs, on évoque ce qu'on a dit ce matin, des données interopérables, contextualisées. C'est important de contextualiser ces données. Parce donc avec des métadonnées, etc., parce qu'effectivement, que les gens puissent se les approprier, puissent pouvoir les utiliser, tout en connaissant la manière dont elles ont été collectées. C'est un souci de transparence qu'il faut aussi savoir. Ça, c'est fondamental, parce que nous-mêmes, on a été confrontés par le passé à des jeux de données, mais dont on ne dispose pas grand-chose, donc toujours compliqué. Donc on fera, puisqu'on présentait ce matin la comparaison des données CNL1, CNL2, donc on mettra à disposition. Donc dans le côté centre de ressources, on va mettre à disposition. Donc actuellement, on structure ces bases de données, ces jeux de données, et on va les mettre à disposition sur un nouveau site en fait qui remplacera le site de l'OQI actuel. Et dans la pression, donc je vois l'une des prochaines étapes dans la présentation des résultats de la CNL2 ce matin. Quelques questions ont été mises en attente puisque l'évaluation, l'analyse des données est en cours et fera notamment l'objet de discussions avec le conseil scientifique. Donc le bilan de cette CNL2 est prévu pour la fin de l'année 2024 et il y aura aussi
une mise à jour de l'analyse du coût socio-économique pour la collectivité liée aux impacts sanitaires, liés à ces pollutions de l'environnement intérieur. Donc ça fait aussi partie des prochaines étapes scientifiques liées à l'OQI. Bien sûr, et puis on l'a dit aussi, des études plus rapides, et puis d'autres sujets d'études peut-être aussi. La recherche de déterminants, ça a beaucoup été évoqué, donc il y aura sûrement le choix qui doit être fait de polluants prioritaires dont on va chercher à comprendre justement pourquoi ces niveaux-là, qu'est-ce qui explique l'occupant venant en provenance de l'extérieur, etc., les systèmes. Donc il y aura ces études-là qui vont être menées cette année. Et puis l'actualisation de l'étude qui avait été évoquée, l'étude exploratoire de 2014, le fameux 19 milliards d'euros par an, voilà, qui sera actualisée du coup sur la base des données de la CNL2. Écoutez, merci messieurs, merci à tous. Je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clore cette matinée avec vous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci encore à nos orateurs. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci à tous. Et donc, juste un mot, excusez-moi. Ah oui, pardon. Parce que Benoît Vallée nous a remerciés, mais bon, on ne serait rien sans toutes nos équipes, donc Virginie, Marion, Olivier et toutes les équipes du CSTB. Donc je tiens à le signaler. On n'était pas seuls. Merci aux financeurs aussi pour leur engagement. C'était fondamental d'être là. C'était un parcours quand même de 2 ans pour aujourd'hui. Donc c'est le début d'une belle histoire, je l'espère. Bah oui, je vous le souhaite. Longue vie à l'Observatoire des qualités des environnements intérieurs. Merci également à vous tous. Merci aux équipes du CSTB. Merci aux équipes de l'ANSES pour la préparation de cette matinée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et longue vie à l'OQEI. Merci. Et on se retrouve bien sûr pour déjeuner. Continuez à discuter. C'est important de pouvoir partager. Vous l'avez compris ce matin. C'est tout l'objectif de cette matinée. Pour l'animation, on peut applaudir.